2012. Le jeune Peter Weyland crée la société Weyland Corporation. 2016. Peter Weyland invente le premier processeur atmosphérique qui réussit à réduire grandement le réchauffement climatique sur Terre. 2023. Le premier brevet sur la construction des synthétiques est déposé par Weyland Corp. Toujours en 2023, dans ces années, l'entreprise japonaise Yutani Corporation est créée. 2025. Les premiers modèles de personnes artificielles David voient le jour. 2029. Yutani attaque Weyland Corp en justice sur les brevets de personnes artificielles David. Plus tard, le 12 décembre 2029, Weyland Corp remporte le procès contre Yutani. 2030. Nouveau brevet sur les caissons d'hypersommeil déposés par Weyland Corp. 2032. Autour de ces années, l'entreprise Sixon est créée, occupant une place importante dans l'industrie bon marché sur Terre, vendant du matériel fonctionnel, mais médiocre. 2034. Les premiers prototypes de vaisseaux FTL de classe Heliades est présenté par Weyland Corp. Toujours en 2034, à partir de ces années, Sixon deviendra un concurrent majeur de Weyland Corp avec l'avènement des voyages spatiaux FTL. 2039. La première atmosphère respirable sur un monde extrasolaire est créée par le processeur atmosphérique Weyland sur GJ667CC. 2050. Yutani Corporation devient un sérieux concurrent à Weyland Corp sur Terre. 2066. Sixon excelle dans les domaines de la production de matériaux chimiques, de construction et de voitures ainsi que dans les synthétiques. 2072. Un prototype de synthétique David 8 est développé, que Peter Weyland garda spécialement pour un usage personnel. Dans ces mêmes années, Peter commençait à porter un intérêt grandissant sur la recherche des potentiels créateurs de l'humanité. 2078. La génération de personnes artificielles David 8 est commercialisée. 2088. Yutani Corp, Weyland Corp et d'autres compagnies contribuent à créer l'Empire des Trois Mondes, regroupant le Royaume-Uni, le Japon et l'Inde, visant à établir une présence interstellaire dominante. Son influence sera totale sur la Terre, Mars et aussi Titan. 2089. Peter Weyland s'intéresse de plus en plus aux travaux des docteurs Shaw et Holloway sur des traces de l'origine de l'humanité, trouvées à plusieurs endroits sur Terre, semblant montrer une carte du ciel. Ou plutôt, une invitation. Le chantier de construction du vaisseau Prometheus est alors lancé. 2090. Une sonde est envoyée par Weyland Corp dans le système Zeta 2 Reticuli en repérage. Elle capte par la même occasion un signal mystérieux du côté d'LV426. 2091. Le Prometheus part sur LV223 dans le système Zeta 2 Reticuli pour aller découvrir de potentielles traces sur l'origine de l'humanité, avec en son bord Peter Weyland et la personne artificielle David 8. 2092. Le 7 janvier, sur Olympia, Ellen Ripley est née. 25 décembre 2093, le Prometheus arrive à destination. Les événements furent catastrophiques. L'équipage a trouvé ce qu'il cherchait, mais en réveillant un des survivants ingénieurs, celui-ci tua Sir Peter Weyland et mit la Terre en danger. Le commandant de bord se sacrifia en écrasant le vaisseau sur celui de l'ingénieur pour le stopper. Ces événements ont conduit à la découverte des premières traces du pathogène. Le docteur Elizabeth Shaw et le synthétique David 8 sont les seuls survivants de la mission. 1er janvier 2094. 2 jours plus tard, Elizabeth Shaw diffuse un dernier message avant de partir d'LV223 avec David 8 vers la direction d'un monde ingénieur pour essayer de découvrir d'où viennent-ils, en embarquant dans un vaisseau Malakak, laissant derrière eux la naissance d'Andiacre. Quelques semaines plus tard, ils arrivent sur Planète 4. Ils trouvent une cité ingénieure, qui semble être une colonie et non leur demeure d'origine. David bombarde le peuple avec le pathogène, anéantissant n'importe quel être vivant sur des milliers de kilomètres. Il tua par la même occasion Shaw, et débuta sa nouvelle art d'expérimentation génétique dans le but de recréer le xénomorphe XX-121, qui aurait autrefois détruit les ingénieurs sur LV223. 2099. Weyland Corporation rachète Yutani et devient Weyland Yutani, la société la plus riche de l'histoire des systèmes unifiés. Toujours à cette même année, les propriétaires de Sixon cèdent leur part dans l'entreprise. 2100. Sixon est renommée Sixon Corporation. L'entreprise continue de fonctionner, mais est plus centralisée et corporatisée. 2101. Le corps des Marines coloniaux des États-Unis est créé, ainsi que la superpuissance des Amériques-Unies. 2103. La nouvelle et dernière génération des synthétiques Walter, manufacturée Weyland Corp, est commercialisée. Toujours en 2103, départ de l'USCSS Covenant depuis la Terre. La première grande mission de colonisation dans l'espace profond, jusqu'à Origae 6. 5 décembre 2104. Au cours de leur voyage, le vaisseau Covenant subit un accident de neutrinos. En voulant réparer les voiles stellaires, il capte un signal provenant d'une planète cachée, bien plus proche qu'Origae 6.
Par crainte qu'un nouvel incident de ce type ressurgisse pendant leur sommeil, la majorité de l'équipage décide de dévier leur trajectoire vers Planète 4 d'où provient le signal. Une fois arrivés, ils découvrent des traces du Prometheus. C'est la descente aux enfers. Les restes du pathogène que David avait bombardé ont muté en spores. Certains membres sont contaminés, deux néomorphes naissent et tuent une partie de l'équipage. Ils sont trouvés par David 8, qui les manipula pour terminer son œuvre ultime et ainsi prendre le contrôle du Covenant et repartir pour Orega 6. Quelque temps après ces événements, les dernières transmissions de David 8 sont interceptées par l'avant-poste de la station Tamburon des Marines coloniaux à destination des colonies Weyland-Yutani. À partir de là, l'organisation Vide Profond, une filière illégale de l'armée, sous la supervision de Weyland-Yutani, utiliseront les recherches transmises par David sur le pathogène comme base de leurs prochains travaux. Et si ce n'était qu'un piège orchestré minutieusement par David dans le but que l'humanité cause sa propre perte. 2108. Formation de l'UPP, l'Union des peuples progressistes, comprenant des pays comme la Russie, l'Espagne ou l'Allemagne. Un groupe socialiste entretenant une rivalité contre l'Empire des Trois Mondes et les Amériques Unies. 2110. Arrivée de la mission du Cronus sur LV 1113 dans le système Draconis 26, dans le but de chercher une source de pathogène. Toujours en 2110, la série de personnes artificielles Hyperdine Système 120A2 est mise en service. 2111. La naine rouge du système Draconis 26 est transformée en trou noir à cause d'un dispositif ingénieur que l'équipe au sol activa par accident. En voulant s'échapper, certains membres sont infectés par le pathogène et envoyés hors du vaisseau dans la capsule de sauvetage qui se retrouve apiégée par l'agression du trou noir nommé Albacen. Une nouvelle protoruche est alors créée, ce qui engendre le réveil des Full Fremen. Le Cronus, quant à lui, est porté disparu. Un vaccin est conçu à base du pathogène, servant à se protéger des spores de néomorphes à bord du vaisseau. Dans ces mêmes années, plusieurs mondes de la bordure extérieure quittent l'Empire des Trois Mondes à cause de la cupidité des entreprises. 2112. Ripley rejoint la Terre et obtient des compétences en ingénierie aéronautique. 24 mars 2112. Hélène Ripley met au monde sa fille unique, Amanda Ripley, sur Terre. Toujours en 2112, la loi sur la limitation des colonisations d'une distance de 20 parsecs est créée suite à la disparition du Covenant ainsi que d'autres missions. Au-delà, aucun secours sera envoyé si un problème survient. 2117. L'UPP devient un membre du corps de règlement interstellaire des Nations Unies. 2118. Le synthétique 120A2H est activé. Toujours en 2118. Exploitation des ressources minières de la planète Fiorina 161. 10 août 2120. Ripley renégocie son contrat avec Weyland-Yutani pour passer plus de temps avec sa fille. La compagnie accepte sous condition d'une mission de transport de raffinerie depuis Tedus à bord du Nostromo. Quelques jours plus tard, le vaisseau cargo USCSS Nostromo capte un signal étrange provenant du système Zeta 2 Reticuli, plus précisément d'LV426, le même capté jadis par la sonde Weyland en 2090. L'ordinateur de bord Mother 6000 renvoie le signal à la compagnie Weyland-Yutani. Toujours en 2120, la station Katanga est construite par une entreprise minière de la République démocratique du Congo. 12 juin 2121, le Nostromo, vaisseau de transport de raffinerie de métal, part de Tedus pour rejoindre la Terre avec en son bord l'officier en second Hélène Ripley. H est affecté ce même jour au voyage. Juin 2122, le Nostromo est dévié de sa trajectoire, se rapprochant du système Zeta 2 Reticuli pour enquêter sur le signal capté par la compagnie lors du chemin inverse. Il se pose sur LV426, trouve le dérélict Malakak et découvre les milliers de Vomorphes tant convoités par la compagnie. Un membre de l'équipage, Kane, est pris par un facehugger. De retour en urgence au vaisseau, ils reprirent le chemin vers la Terre, mais un xénomorphe sort de Kane et tue tout l'équipage. L'officier scientifique de bord, H, le synthétique spécialement affecté à la mission par la compagnie pour le monstre, fera suivre attentivement l'ordre 937. Ramener forme de vie, l'équipage peut être sacrifié. Il est finalement démasqué et mis hors service. Hélène Ripley, désormais seule survivante, enclenchera la séquence d'autodestruction du Nostromo, pour éliminer la créature avant de s'échapper dans le vaisseau de secours. Le cargo est détruit. Pensant enfin être seule, la créature l'a suivi. Les deux survivants se retrouvent confinés face à face. Ripley réussira à enfiler une combinaison spatiale et à ouvrir le sas pour éjecter l'alien. Elle sera la seule survivante avec un chat. Le Nostromo disparu, Ripley repartira vers la Terre à bord du Narcissus. Il s'agit du premier contact officiel avec le xénomorphe XX-121. 2124. Sixon mise son business sur les stations spatiales de ravitaillement avec la station Sébastopol qu'il rachète cette même année autour de la géante gazeuse KG-348. 2127. Épuisement des ressources minières de la planète Fiorina 161. Toujours en 2127, Michael Bishop naît à New York. Il deviendra plus tard le concepteur et designer des androïdes Bishop pour Weyland-Yutani avec Hyperdine Corporation.
2130. La station Gateway est construite en orbite terrestre par Weyland-Yutani. 2133. La colonie minière Jackson Star est construite sur LV-410, dans le système d'Alpheios, à la frontière par Jackson's Resource Development Group avant d'être reprise plus tard par Weyland-Yutani. 2137. Zula Hendrix devient un membre des Colonial Marines. Lors de sa première mission sur le champ de bataille, elle est gravement blessée à sa colonne vertébrale à cause d'un obus. Pendant sa réhabilitation à la base Tranquility sur la Lune, elle devient amie proche avec Amanda Ripley, en l'accompagnant sur certaines missions de réparation et de maintenance. Quelques jours plus tard, Amanda est réassignée hors du système solaire, acceptant enfin des contrats de collaboration avec Weyland-Yutani, voyant une opportunité de se rapprocher de la vérité sur les réelles conséquences de la disparition du Nostromo et de sa mère qui l'obsédait depuis son enfance. Toujours en 2137, Sixon est sur le point de perdre son marché à cause de la concurrence de la colonisation de Weyland-Yutani. Dans ces mêmes années, un vaisseau de sauvetage privé, l'Anesidora, dirigé par son capitaine Marlowe, explore le système Zeta de Reticuli et tombera par hasard sur la boîte noire du Nostromo. Dans le but de chercher de quoi gagner un pactole pour la réparation du vaisseau vieillissant, il décolle l'objet pour y retrouver l'épave du cargo. Le plan de vol les conduit à LV-426. L'équipage détecte alors le signal qu'avait capté le Nostromo plusieurs années auparavant. Ils se posent sur la Lune et trouvent à leur tour le dérélicte Malakak. En y rentrant, Marlowe trouve la source directe du signal et l'éteint abruptement. En continuant l'exploration du vaisseau, sa femme sera attaquée par un facehugger. La même histoire que le Nostromo est sur le point de se répéter. Mais le capitaine n'attend pas et met tout de suite sa femme en cri au sommeil. Ils quittent urgemment la Lune et rejoignent l'astroport le plus proche. Ils arrivent le 11 novembre à Sébastopol. Marlowe brisera la quarantaine de la station pour trouver le plus rapidement possible un moyen de sauver sa femme, contre la boîte noire du Nostromo lui servant de monnaie d'échange. Mais le 13 novembre, l'opération ne réussit pas et un chestbuster sort du corps de sa femme. Une infestation de xénomorphes débute alors sur la station. Plus tard, la civile Amanda Ripley, voulant découvrir ce qui est arrivé à sa mère, est approchée par Samuels, un synthétique voulant l'aider, lui disant que la boîte noire du Nostromo a été récupérée dans la station Sébastopol. En arrivant à bord du Torrens, ils constatent les dégâts. Ils réussissent à entrer dans la station spatiale, et ils découvrent le xénomorphe, le monstre qu'a rencontré sa mère ainsi que la boîte noire et ce qu'elle contient. La station est détruite dans la géante gazeuse avec laquelle elle gravitait, à cause du surplus de dégâts qui l'a déviée de sa trajectoire, la faisant s'écraser dans la sphère. Amanda remontera à bord du Torrens, qui semble étrangement vide. Un xénomorphe est monté à bord, tuant tout l'équipage. Pour sa propre survie, étant encore équipée de son scaphandre, elle s'éjecte ainsi que le xénomorphe hors du vaisseau. Désormais en apesanteur, Amanda rejoint un reste d'une tour de communication de Sébastopol en évitant les xénomorphes en état de stase à la dérive. Elle y parvient et envoie un signal SOS. 3 jours plus tard, elle est récupérée par la station Mendel et est placée en hypersommeil. Mais lorsqu'elle se réveille, la plupart de l'équipage est mort suite à une infestation de xénomorphes qui a pu démarrer une nouvelle ruche à bord du vaisseau, probablement à cause des spécimens qui ont dû être récupérés par la même occasion. Un vaisseau, le Aldin, s'approche et s'amarre de la station pour demander des réparations. Ils tomberont malencontreusement sur les xénomorphes. Amanda les aidera grâce aux caméras de sécurité et désactivera l'ordre 941 de l'IA de la station. Après avoir secouru les membres de retour dans leur vaisseau, la station Mendel est annoncée comme détruite, et le Aldin met cap sur la colonie KOI 125-01. De son côté, Amanda Ripley reviendra sur Terre. 14 décembre 2137. Zula Hendrix, remise sur pied, est affectée à une escouade d'androïdes Davis de la Weyland-Yutani à bord d'une épave d'un cargo Sixon nommé l'Europa, reprise par Weyland-Yutani, qui se dirigeait vers le système Zeta Doratus depuis un espace proche de la Terre, pour une soi-disant mission de récupération. Mais arrivés là-bas, ils sont contraints à contenir une mystérieuse infestation de xénomorphes. Zula est à nouveau blessée pendant le combat. Davis 01, un androïde qui accompagnait la mission, la sauve et la plonge en hypersommeil. 17 décembre 2137. Les derniers xénomorphes sont détruits sur l'Europa, ainsi qu'un certain nombre de synthétiques Davis qui ne suivront pas la mutinerie dirigée par Davis 01 contre Weyland-Yutani. Janvier 2138. À l'approche de la station Sixon d'LV-4440 à Zeta Doratus, là où l'infestation à bord de l'Europa avait débuté, probablement par l'import d'un spécimen depuis Sébastopol, Zula se réveille. Davis 01 lui fait un rapport de sa mutinerie contre Weyland-Yutani à cause de leur plan sur la récupération du xénomorphe. Elle approuve son acte. Il rentre alors dans la station et trouve l'équipage mort dû à l'infestation de xénomorphes. Il s'échappe à nouveau à bord de l'Europa, détruisant les créatures. Zula et Davis 01 sont poursuivis par des unités Davis, devenus alors des témoins gênants qui tentent de prendre le contrôle de l'Europa. Le duo les repousse. Ils utilisent les données récupérées de la station d'LV-4440 pour suivre les infestations jusqu'à la station Wright-Tabara. Ils y trouvent une unique survivante, le Dr Hollis.
Zula est contrainte à détruire un vaisseau des Colonial Marines qui s'échappait avec des spécimens. Quand ils repartent, Hollis révèle qu'elle tenait en elle un embryon de reine. Elle parvient à l'extraire. Davies-01 la congèle dans la chambre spéciale pour l'utiliser comme moyen de pression contre Weyland-Yutani. Mais le vaisseau met en péril les systèmes environnementaux à cause d'un surplus de dégâts, ce qui réveille la reine et inflige davantage de dégâts au vaisseau. Approchant de l'atmosphère terrestre contrôlée par l'USCM, ils essuient des tirs faisant s'écraser l'Europa sur Terre. La reine Xenomorph meurt, accompagnée de Davies-01 se sacrifiant pour l'incinérer, tandis qu'Hendrix et Hollis survivent. Plus tard, Zula engage une équipe pour récupérer la tête de Davies-01 et sa puce de données. 2140. Zula se retrouve à nouveau avec Amanda Ripley, elle aussi survivante du Xenomorph, pour se battre ensemble contre Weyland-Yutani. Elles réussissent à remporter plusieurs victoires contre la firme en détruisant plusieurs de leurs installations secrètes. 2142. La station spatiale Renaissance intercepte la chrysalide contenant le xénomorphe qui a engendré la destruction du Nostromo, dont la position a dû être retracée via le Narcissus contenant Ripley en cryosommeil qu'il réceptionne quelques mois, voire quelques années plus tôt. Les données sur cet événement sont incomplètes. Pour récupérer du pathogène et ainsi débuter une potentielle nouvelle ère de l'évolution humaine en créant le sérum Z01, supervisé par l'androïde Rook. Le xénomorphe se réveille, s'échappe et met la station en péril qui dériva dans l'espace, avant de finir fusillé par la chef de la sécurité. Les facehuggers libérés infestent et créent une nouvelle ruche à bord. Environ 5 mois plus tard, la station Renaissance se retrouve piégée dans l'orbite de la colonie minière Jackson Star. Un groupe de jeunes adultes, voulant fuir Weyland-Yutani, en profitera pour s'y introduire et voler du carburant d'hypersommeil. Mais ils rencontrent à leur tour le XX-121 ainsi que Rook, l'androïde scientifique, qui les laissera repartir uniquement s'ils récupèrent le Z01 dans la section Romulus du bâtiment pour sauver les recherches et transférer le produit à la compagnie. N'ayant pas le choix, ils acceptent. Il n'y aura que 2 survivants, une femme, Rain, et un androïde, Andy. Ils réussissent à faire sortir le composé Z01, mais trahissent Rook. Ils partent comme c'était prévu en direction du système Ivaga, là où l'autorité de la compagnie y est absente. Pendant les mêmes événements, le Narcissus contenant Ellen Ripley est libéré lui aussi, reprenant son chemin vers la Terre. 2146. Zula Hendrix, de nouveau en duo avec Davies-01, reçoit un appel de détresse par une vieille connaissance, Benjamin Carver, ex-marine devenu responsable de la sécurité sur la colonie minière Castor Scaddle d'LV-354, baptisée Purdon. Le GES, Gemini Exoplanet Solution, qui a repris les locaux de la colonie après l'abandon de Weyland-Yutani, y a installé un laboratoire secret visant à étudier et faire des expériences sur le xénomorphe. Il fallait dénoncer l'entreprise. Quand Zula et Davies-01 s'approchent du complexe à bord du Défiance, ils sont touchés par un missile et s'écrasent au sol. En explorant les lieux, l'infestation était déjà trop avancée. Il fallait maintenant qu'ils réussissent à retrouver Carver. Mais sur le chemin, le duo croule sous les xénomorphes. Davies est détruit et Zula est infestée par un alien. Elle réussit à sortir de la ruche, récupère et télécharge l'IA de son partenaire dans sa tablette. Se sachant condamnée, elle décide de faire exploser l'installation par l'intermédiaire du Défiance. Tant pis pour Carver, il savait pourquoi il a fait appel à Zula. Mais une androïde de maintenance stoppe leur plan et finit par proposer à Zula un moyen de retirer l'embryon en elle. Celle-ci accepte et l'opération est une réussite. Carver arrive à la contacter, mais le signal l'amène dans les profondeurs des secrets du GES. Zula et Davies continueront d'enquêter. 2150. Dans ces années, l'UPP soutient des rebelles contre l'Empire des Trois Mondes. Ceux-ci ne possèdent pas assez de forces militaires contre les rebelles et cèdent plusieurs mondes à l'UPP. 2152. La raffinerie de Fiorina 161 est officiellement déclassifiée. Le 8 juin de cette même année, les portes rouvrent, mais sous une nouvelle fonction, qui n'est autre que celle d'être un nouveau pénitencier où sont envoyés certains des plus dangereux criminels causés par un syndrome nommé Y. 2157. La colonie de terraformation, Adley's Hope, est établie sur LV-426 sous la responsabilité de Weyland-Yutani dans le but secret de retrouver l'épave Malakak et les œufs qui s'y trouvent, derrière le dos de plusieurs familles innocentes. Seulement 3 employés scientifiques de la Weyland-Yutani sur place étaient au courant des véritables intentions de cette mission de colonisation. 2162. L'UPP tente de soumettre le monde de la frontière 8 États Boutissa 3, mais ils sont repoussés par les Amériques-Unies et les Marines coloniaux. Ils ont laissé un monde en ruine, autrefois prospère et luxuriant, ce qui installera des tensions de guerre froide. 2165. L'instabilité du terrain de la colonie Adley's Hope d'LV-426 entraîne un effondrement d'un processeur atmosphérique. 2173. Construction de la station Erebos autour du trou noir d'Albacène, dans le système Draconis 26 pour produire de l'énergie et l'envoyer aux colonies éloignées. Toujours en 2173, la construction de la colonie d'LV-426 reprend à toute vitesse. Les premières habitations seront construites.
C'est au mois de mars que la jeune Rebecca, plus connue sous le nom de Newt, voit le jour, la première naissance humaine que la Lune accueille. 2174. La station Katanga est rachetée par Stixon, l'équipant de ses synthétiques lambda, pour raffiner l'eau extraite d'astéroïdes après la vente de la corporation Kineta, embarquée dans des affaires scandaleuses sur la vente de ressources à des rebelles contre les mégacorporations, sanctionnée par l'Assemblée des États-Unis. L'entreprise l'assigne à un avant-poste de terraformation et d'une colonie de minage. 2175. La station Katanga est passée dans les mains de Weyland-Yutani et est déplacée à la bordure médiane où se situe LV-895 après avoir été prétendue détruite suite à la découverte de xénomorphes. 2177. Les habitants de la colonie minière Lissi se révoltent contre Weyland-Yutani à cause de l'instauration de la loi sur les TDP et le manque de ressources vitales. Les Marines coloniaux viennent contrôler et réguler les manifestations. Toujours en 2177, une infestation de XX-121 survient sur Katanga. L'organisation Vide Profond aide à couvrir l'épidémie. Le laboratoire Pala sur LV-895 est construit quelque temps après dans le but d'étudier les ruines d'ingénieurs trouvées sur cette planète. 23 décembre 2178. Amanda Ripley décède d'un cancer, après avoir terminé sa vie aux côtés de sa famille. 16 mai 2179. La survivante Ellen Ripley est arrivée à la station Gateway saine et sauve après 57 ans de voyage dans la navette de secours, le Narcissus. Elle se réveillera enfin le 10 juin, accueillie par Carter Burke. 12 juin 2179. Malheureusement, sa licence de pilotage lui est retirée. Personne ne croit à sa version des faits sur la destruction du Nostromo lors d'une commission d'enquête. Du moins, Weyland-Yutani fait la sourde oreille. Même si elle leur a dévoilé l'emplacement exact du derelict, Ripley sera injustement dégradée. La commission d'enquête n'était qu'une mascarade, dans le but de récupérer les coordonnées du vaisseau Malakak d'LV-426. Burke contacte la colonie Hadley's Hope et demande à envoyer un groupe de travailleurs sur place pour aller enquêter et vérifier l'information. Et ce ne sont ni plus ni moins que les parents de Rebecca qui se rendront sur place. 21 juin 2179. L'épave était là. Les parents rentrent l'explorer et reviennent quelques heures plus tard en urgence. Le père s'étant fait agripper d'un facehugger. 22 juin 2179. L'épave est investiguée par les colons, mais la plupart d'entre eux est fécondée par des facehuggers à leur tour. Ils sont rapatriés d'urgence à la colonie. Quelques jours plus tard, l'infestation de xénomorphes est totale. Fin juin 2179. Le contact est définitivement perdu avec la colonie d'LV-426. Burke, évidemment au courant de la raison de l'incident, appelle et regroupe de force une escouade de marines coloniaux pour y retourner avec comme ordre de prétexte comprendre de quoi provient la coupure. Mais la véritable nature de sa mission était de récupérer un spécimen. Il convainc Ripley de retourner sur LV-426 à bord du Sulaco. Le voyage lui permettrait de faire face à son traumatisme, mais est surtout une opportunité pour Burke de la laisser mourir là-bas, étant une témoin gênante pour la compagnie. 26 juillet 2179. Le Sulaco arrive sur LV-426. Les Marines sont déployés avec Ripley et Burke, accompagnés de Bishop, un androïde scientifique qui était déjà affecté avec les Marines. Il trouve une seule survivante, Newt, que Ripley prendra sous son aile grâce à son instinct maternel, lui permettant de faire le deuil de sa véritable fille. Il tombe face aux xénomorphes. Toute la troupe meurt un par un. Ils abandonnent la mission de sauvetage, mais leur transport Cheyenne rencontre un problème et est détruit à cause d'un xénomorphe. L'escouade se replie au sein de la colonie. Bishop leur montre que le processeur atmosphérique est en surcharge, donc sur le point d'exploser. Il est envoyé en urgence sur le toit de la colonie pour appeler et diriger manuellement un transporteur de secours depuis le Sulaco. Alors qu'il pensait que rien ne pouvait être pire, Burke profite d'un moment de répit pour séquestrer Ripley et Newt par la même occasion, en leur lâchant 2 facehuggers, dans le but de l'éliminer, mais aussi de rapporter des spécimens à Weyland-Yutani. Heureusement, elles sont sauvées par le reste des Marines, et Burke est démasqué. Mais 2 mauvaises nouvelles ne pouvaient pas venir sans une troisième. Les xénomorphes forcent leurs barricades et les atteignent rapidement. Les Marines sont encerclés, obligés de se replier dans les conduits. Burke est capturé par les xénomorphes. Il ne reste plus que Newt, Ripley et X. Mais encore une fois, le pire événement que Ripley pouvait vivre est sur le point d'arriver. La capture de Newt par les monstres. Bishop réussit à récupérer le vaisseau et accepte de transporter Ripley au processeur atmosphérique pour la récupérer. Ripley réussit à la retrouver, mais tombe face à une mère ennemie, la reine de son cauchemar. Avant de partir, elle décide de la faire souffrir autant que son vengeance lui a fait du mal.
Elles retournent toutes les deux à bord du Cheyenne et le processeur atmosphérique explose, détruisant la colonie, soufflant au plus loin par la même occasion l'épave Malakak, la rendant à nouveau introuvable par la compagnie. Mais une fois tous les survivants se croyant en sécurité, la reine xénomorphe sort du train d'atterrissage. Elle les a suivis. Ripley s'arme alors d'un exosquelette pour se mettre à sa taille. Elle réussit à prendre l'avantage et expulse la bête dans l'espace. X, Newt, Bishop et Ripley, les derniers survivants d'Adley's Hope, retournent en hypersommeil direction la Terre, pensant enfin avoir gagné la paix. 8 août 2179. Quelques jours plus tard, en passant par l'orbite de Fiorina à 161, un incendie dans la salle d'hypersommeil du Sulaco est provoqué par un facehugger, qui avait été posé par la reine juste avant d'être envoyé hors du vaisseau. Le Sulaco, par mesure de sécurité, éjecte le pod comportant nos 4 survivants et un facehugger. Ripley se retrouve à nouveau portant le lourd fardeau d'être la seule survivante de son équipage pour la 3e fois. De nouveau sur pied dans la prison de Fiorina à 161, le geôlier envoie un message à Weyland-Yutani pour la récupérer. Ceux-ci lui demandent d'attendre un délai de 17 jours. La compagnie était au courant de l'embryon que portait Ripley. Pendant ce temps, un nouveau type de xénomorphe est né. Tous les détenus doivent se rassembler pour se défendre du monstre. Pendant les événements, Ripley découvre qu'elle porte en elle une reine. Ils arrivent à coincer l'alien et le tuer dans la raffinerie de plomb. Weyland-Yutani arrive plus tôt que prévu avec une troupe pour récupérer la lieutenant, accompagnée de Michael Bishop permettant de faire venir une figure familière et ainsi tenter de créer une relation de confiance. Mais Ripley ne cède pas à leur manipulation, et se sacrifie en se jetant dans les flammes, détruisant le spécimen avec elle. Michael Bishop est par la même occasion grièvement blessé à la tête. La prison est alors entièrement désaffectée et la planète abandonnée. Le seul survivant est transporté dans un autre pénitencier. Plus tard dans cette même année, après la perte d'Adley's Hope et du xénomorphe, Weyland-Yutani finance la station secrète orbitale Coalforge, autour de l'étoile Kaufman, pour mener des expériences sur des œufs et embryons de XX-121 qui auraient été récupérés par des agents depuis Acheron, alias Adley's Hope, avant sa destruction, dans le but de militariser la créature et d'étudier le pathogène. Le xénomorphe s'échappe et condamne le bâtiment. 2180. L'UPP cherche à étendre ses frontières dues à une surpopulation. 2183. L'UPP découvre une ancienne cache de Weyland Corp sur une planète annexée, contenant des androïdes David 7 utilisés comme synthétiques de combat lors d'un conflit dans les années 2157. 2184. Le docteur Babak de l'organisation Vide Profond conçoit le biodrone, un vaccin à base de pathogènes permettant de stériliser un xénomorphe drone et le tuant au bout de 6 jours. Il créa un deuxième vaccin capable de tuer un chestbuster à l'intérieur d'un hôte, mais des effets indésirables pouvaient survenir, le faisant muter lui et son hôte en bodyburster. Vide Profond lâche une horde de xénomorphes biodrones sur une colonie de l'UPP, ce qui en résulte à une destruction totale de l'installation. Les biodrones mouraient ensuite, laissant entièrement place à l'organisation. Encore plus tard, guerre frontalière entre les Amériques-Unies et l'UPP à cause de Weyland-Yutani, suite à leurs expériences sur le pathogène. Toujours en 2184, suite à un vol de données sur des expériences avec le xénomorphe chez Weyland-Yutani, l'UPP supervise un programme nommé Darkstar dans la station Rodina, dans le but d'expérimenter des hybridations contrôlées avec le pathogène et créer des néomorphes domestiqués pour les faire se battre de leur côté sur le champ de bataille, grâce à la découverte d'ADN de xénomorphes sur LVU-146 parmi des ruines et artefacts ingénieurs. Mais ce fut un échec, créant des anathèmes qui mouraient au bout de quelques jours et condamnant la station. 2185. La station Erebos est attaquée par les Fulfremen après avoir récupéré la capsule de survie qui avait été éjectée du Cronus. 2186. La bataille de Vogue fait rage entre l'UPP et les Amériques-Unies. Chacune des factions découvre qu'elle possède des armes biologiques issues du xénomorphe. Alors que l'Empire des Trois Mondes essaie d'intervenir pour calmer les tensions, ils sont également pris pour cible. À la fin de cette bataille, plus de 40 000 morts sont déclarés, avec d'énormes pertes matérielles. Il s'agit de la première bataille où les armes xénobiologiques sont utilisées. 2187. Pendant un sommet diplomatique entre l'UPP, l'Empire des Trois Mondes et les Amériques-Unies, cherchant tous un accord pour poser un cessez-le-feu dans une installation sécurisée d'LVU-146, Vide Profond profite de l'occasion en leur lâchant une horde de biodrones, ce qui ravive immédiatement les tensions et rend tout accord impossible entre les factions, ce qui finira par instaurer une peur paranoïaque entre ces trois entités sur des décennies. Weyland-Yutani en profitera pour relancer des expériences sur le xénomorphe en secret.
Encore plus tard, Carib-10, une colonie iranienne où Weyland-Yutani exploite des ressources énergétiques, est le lieu où cette même corporation continue les expériences illégales sur les xénomorphes en les récupérant depuis d'anciens sites comme la Cold Forge. La colonie finit envahie par les xénomorphes. L'installation est détruite. Weyland-Yutani efface les données, continue ses recherches et considère cette mission comme une réussite stratégique après avoir finalement récupéré de l'ADN de xénomorphes, ce qu'il convoitait depuis le début du programme. 2198. Infestation de xénomorphes sur la lune Lissi suite à une percée de trop grande profondeur dans les mines de Trimonite, dévoilant un ancien temple mystérieux et non humain contenant les ovomorphes. L'ancien scientifique de Weyland-Yutani Marlowe y crée une secte en mettant le darwinisme dans le but de faire évoluer l'humanité grâce aux xénomorphes. Les Marines coloniaux reviendront pour combattre la secte, mais seront pris au piège sur la lune à cause du protocole Cerberus. Ils mèneront l'enquête sur la secte tout en éliminant la ruche. Les Marines réussiront à contenir l'infestation et à s'échapper à bord de l'Otago avant que le compte à rebours de Cerberus ne vienne à bout pour détruire la surface de Lissi. La colonie est détruite et condamnée. Janvier 2202. Une centaine d'œufs est transportée depuis Katanga jusqu'à la station Pala qui sert désormais de laboratoire d'élevage de xénomorphes. Mais une nouvelle infestation débute en orbite et au sol d'LV-895. Le docteur Hoenicker réussit à s'échapper dans une navette de transport pour remonter dans Katanga. Malheureusement, le xénomorphe spécimen 3, résultat d'une expérience l'ayant mis en contact avec du pathogène, l'a suivi. Il s'est barricadé et envoie un signal de détresse. Quelques jours plus tard, l'USS Endeavour répond au signal de détresse envoyé depuis LV-895 par la station Katanga suite à une infestation de xénomorphes. Les Marines sauvent Hoenicker. L'équipe Fireteam découvre des expériences de Weyland-Yutani sur le pathogène. Ils arriveront à stopper leur projet qui était d'envoyer un vaisseau Malakak en direction de la Terre qui serait réceptionné par la station Gateway. Ils retournent ensuite sur Katanga pour y détruire la ruche. Mais au sol, alors que les xénomorphes étaient sur le point d'élever une nouvelle reine, les monstres tombent sur une ruine ingénieure inondée de pathogènes. Fireteam s'y posera pour éliminer ces affreuses mutations et rempliront leur mission. Toujours en 2202, les Amériques-Unies, l'Union Européenne, le Royaume-Uni, 4 colonies indépendantes et île Lallio forment les Systèmes Unis. 2219. Sixon ne dispose plus assez de ressources pour concurrencer Weyland-Yutani et survenir à leurs propres besoins. La corporation se retire alors du marché. Toujours en 2219, la mission Gerillon part pour LV-223 avec comme ordre de prétexte une simple mission de sauvetage. Mais la capitaine Angela Foster avait ses propres ordres, qui étaient d'enquêter sur la disparition du Prometheus. La mission fut une catastrophe. Depuis, plus aucune nouvelle. Il découvre par la même occasion ce qui est arrivé au diacre lors de la mission en 2093. 2220. Les brevets sur les synthétiques Weyland commençaient à arriver à expiration, ce qui a fait émerger plein de sociétés dans la construction de synthétiques. Dans ces années, un nouveau type arriva sur le marché, des androïdes sexuels, qui finissent par engendrer rapidement des débats à la suite de leur apparition. Dans cette décennie, Alcia Collective milite pour les droits des personnes artificielles et réussissent par voie légale à obtenir leur indépendance. Ils avaient désormais le droit de se développer et de créer des descendants. 2226. Les systèmes unis militarisés sont établis et seront plus connus sous les sigles de l'USM. 2291. La colonie Weyland-Yutani de New Indy, importante pour la compagnie grâce à ses ressources très riches, parvient à obtenir son indépendance par voie légale. 2293. Weyland-Yutani perd le marché des vaisseaux à longue distance FTL de l'USM. Ritton a proposé un contrat bien plus intéressant sur les moteurs FTL avec une technologie plus développée, ce qui a entraîné des conséquences financières et politiques qui ont lourdement affecté Weyland-Yutani. Ritton a montré que la puissante firme n'était plus la seule à fournir du matériel de haute qualité. 2306. Les personnes artificielles d'Alcia Collective obtiennent leurs droits civiques, mais cela entraîne de grandes pertes financières dans les départements cybernétiques. 2349. Interdiction des mégacorporations. Weyland-Yutani perdra sa désignation 3 ans plus tard, absorbée par la nouvelle superpuissance de l'USM, à cause de pratiques commerciales douteuses, d'influence excessive sur les colonies humaines et la concurrence technologique dont elle n'avait plus le monopole. 2350. À partir d'à peine 10 ans, Dom Vries travaille pour l'USM en tant que technicien-ingénieur jusqu'en 2358, à la suite de plusieurs échecs à maintenir sa sobriété. 2356.
L'USM redécouvre des échantillons de xénomorphes via le sang d'Ellen Ripley depuis Fiorina 161 et récupère toutes les données de l'ancienne mégacorporation au sujet du xénomorphe et de ses séquences génétiques. 2374. Elgin et son équipe de contrebandiers volent un vaisseau de classe Mantis, originellement construit dans les années 2100, désormais très vieillissant. Il est rapidement renommé Betty en l'honneur de la mère d'Elgin qui était une prostituée française du nom de Béatrice Martin. 2375. Dom Vries rejoint Frank Elgin et son équipage à bord du Betty. 2376. Le premier Auton voit le jour, dont Annalee Cole, des androïdes conçus par des androïdes. Ils étaient très avancés sur leur temps, mais ont commencé à refuser des tâches qui leur étaient assignées, et une rébellion s'ensuit. 2377. Pendant une opération sur la lune Koh-Lang, Brice est violemment blessé, son bas du corps est paralysé à partir du bassin. Son collègue Christie le portera alors à son dos, appelant ainsi ce geste la manœuvre Koh-Lang. Vries aura finalement quelques temps plus tard une machine PTV pour l'aider à se déplacer. Pendant la même mission, Johnner du même équipage subira une forte blessure faciale. 2379. Les Autons sont rappelés par le gouvernement dans un piège pour être mis hors service, mais certains ont réussi à s'échapper, dont Annalee Cole. 2380. Pendant ce temps, l'USM Auriga est en train d'entamer des expériences illégales de clonage dans une zone non contrôlée de l'espace. Ils réussissent à réanimer Ellen Ripley après 8 tentatives. L'embryon de la reine que portait la lieutenant sur Fiorina 161 lui est alors extrait. 2381. Le commandant du Betty, Elgin, amène avec son équipe de contrebandiers des caissons d'hypersommeil contenant des civils enlevés, servant maintenant de cobayes à bord de l'Auriga. L'Auton Annalee Cole est infiltrée dans l'équipage en tant qu'assistante ingénieure dans le but de détruire le xénomorphe et toute tentative de sa réanimation pour protéger l'humanité en tuant Ripley 8. Mais c'était trop tard, le chestbuster de la reine lui avait déjà été enlevé. Le xénomorphe se libère et extermine tout l'équipage du vaisseau, dont le capitaine Elgin. Cole devient finalement ami avec la clone Ripley 8, voyant qu'une part d'humanité était toujours très forte en elle, malgré son lien direct avec la ruche xénomorphe clonée. Elle s'identifie à la clone de par son statut marginal et non humain. Par un dispositif de sécurité, l'Auriga est redirigé automatiquement vers la Terre. Pour arrêter ça, les survivants décident de faire cracher le vaisseau à sa surface. Ils remontent à bord du Betty, mais une dernière progéniture de la reine clonée se glisse dans le vaisseau. Elle est finalement éjectée à son tour dans le vide spatial. Ils réussissent à s'éloigner de la zone d'impact de l'Auriga, qui s'écrase sur Terre, empêchant la propagation du xénomorphe mais détruisant presque tout un continent. Vries, Johnner, Cole et Ripley 8 sont les derniers survivants. La clone d'Ellen Ripley se retrouve en liberté, sans nouvelles, portant en elle l'histoire de toutes les recherches et secrets sur l'ultime course tant convoitée du xénomorphe.